Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Voici le programme. Dans notre grand débat, nous reviendrons sur le texte majeur en discussion au Sénat en ce moment, le projet de loi de Sébastien Lecornu, engagement et proximité. Il est censé améliorer le quotidien des maires, mais les sénateurs comptent bien y apporter quelques retouches. Plus de 900 amendements ont été déposés. Il y a notamment un point qui coince, c'est l'intercommunalité. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, eh bien, on vous éclaire ce soir dans Allons plus loin, hashtag ALPL, si vous avez envie de réagir sur Twitter. Nous serons d'ailleurs en direct de l'hémicycle avec vous, Quentin Calmet, vous nous ferez un point global sur les enjeux de ce texte. Voilà, je suis le travail du Sénat depuis la tribune de presse de l'hémicycle. La discussion générale a commencé cet après-midi à 15h. Et puis nous irons en salle des conférences pour recueillir quelques autres réactions. Ce sera à votre micro, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, je serai avec le ministre qui porte ce projet de loi en faveur des élus locaux, Sébastien Lecornu. J'évoquerai avec lui le point de blocage principal sur ce texte avec le Sénat, l'intercommunalité. Et puis concernant l'attentat qui a frappé la préfecture de police de Paris, je serai avec le président de la délégation parlementaire au renseignement, Christian Cambon, qui a auditionné ce matin le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. A tout à l'heure, Alexandre. ALPL, c'est aussi le match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Sébastien Ferjou et Hervé Kempf. Nous reviendrons entre autres sur la polémique qui ne retombe pas autour de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur est convoqué de toutes parts pour s'expliquer devant les parlementaires. Ce matin et jeudi au Sénat, ce soir à l'Assemblée. Peut-il tenir dans ces conditions? On va ouvrir la discussion avec nos invités. D'abord les réactions au Sénat avec Cécile Sixou. Les sénateurs souhaitent-ils lancer une commission d'enquête sur l'attaque de la préfecture de police de Paris? Dans les couloirs du Palais du Luxembourg ce matin, les opinions divergent. Il y a ceux à droite comme à gauche qui estiment sa création nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. La commission d'enquête est la meilleure façon d'avoir des réponses de la part de tout le monde, d'avoir des obligations de réponse. On a besoin d'explications. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y a eu des failles. Quelles sont ces failles et comment y remédier? Ça sert à ça, un Parlement, à veiller, à être au fait de tout ce qui se passe. Et surtout, quand il y a des drames qui sont détectés, il faut savoir le pourquoi des choses. D'autres, comme François-Noël Buffet, la jugent inutile. Selon lui, les outils parlementaires pour avoir des réponses sont déjà suffisants. La commission d'enquête ne doit pas venir, entre guillemets, une sorte de tarte à la crème. Il faut qu'elle soit utile. Or, ce matin, la délégation parlementaire au renseignement, qui regroupe 8 personnes, députés et sénateurs, a pu auditionner le ministre, les ministres, avoir un certain nombre d'informations dans un climat, un climat républicain, vraiment. Outre la délégation parlementaire au renseignement, la commission des lois auditionnera également jeudi le ministre de l'Intérieur. Beaucoup se décideront en fonction de cette audition. Je suis très attentif à ce que nous dira M. Castaner et je partage le sentiment de M. Larcher qui est de dire en fonction des réponses de M. Castaner jeudi devant la commission des lois, peut-être qu'il faudra aussi nous-mêmes créer une commission d'enquête. Chaque groupe parlementaire dispose d'un droit de tirage, le droit à une commission d'enquête par an. Et avec nous pour le match des idées, je vous le disais, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Vous êtes directeur d'Atlantico. Hervé Kempf, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. On le voit, les auditions s'enchaînent ou vont s'enchaîner pour Christophe Castaner. On annonce une commission d'enquête la semaine prochaine à l'Assemblée. Il se pose des questions autour d'une éventuelle commission d'enquête également au Sénat. Hervé Kempf, vous nous dites quoi? Les deux chambres font leur travail, bravo, ou ça va trop loin, c'est trop? Ah non, elles font tout à fait leur travail. Le Parlement, il faut le rappeler, c'est un organe de contrôle de l'exécutif. C'est en principe l'expression de la souveraineté du peuple. Donc c'est tout à fait normal que le Parlement fasse cette enquête sur effectivement quelque chose qui est absolument grave, qui est qu'au cœur même du dispositif de police, il y ait une faille de cette envergure. Donc je crois que c'est une démarche qui est tout à fait légitime de la part des parlementaires. Jean-Sébastien Ferjou, même une commission d'enquête au Sénat, il en faut une de plus? En tout cas, les majorités sont différentes. Donc, on a vu pendant l'affaire Benalla que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale n'avait pas mené les travaux exactement de la même manière que celle du Sénat. Donc, c'est vrai qu'en France, le Parlement a une moindre culture, malheureusement, de contrôle de l'action de l'exécutif. Parce qu'en théorie, même une majorité
devrait faire le même travail que dans une chambre qui est plutôt dominée par l'opposition. La réalité en France, c'est que ça n'est pas le cas et qu'on a vite tendance à considérer que ce sont des opérations de politique politicienne, alors que la confiance n'exclut pas le contrôle. Enfin, c'est le rôle d'un Parlement, justement, de mener, et la gravité des faits sur lesquels il y a investigué le justifie, ce qui n'est pas présagé ou présumé, de la culpabilité de qui que ce soit, mais pour les citoyens français, pour que la lumière soit faite, et ne serait-ce que pour mieux comprendre, pour éviter la reproduction des fautes qui ont été potentiellement commises, oui, c'est extrêmement important que ces travaux-là soient menés. On sent que Christophe Castaner est clairement, j'allais dire sur la sellette, mais peut-être pas, en tout cas dans le viseur, en tout cas dans la tourmente. C'est à juste titre pour vous, Hervé Kemp? C'est lui le problème, ou en tout cas il fait partie du problème de ce système? Il fait certainement partie du problème, mais là je voudrais prendre du recul, c'est que c'est pas seulement par rapport à cet épisode et l'expression d'une réaction extrêmement rapide et qui témoigne d'un manque de compréhension et d'information sur le champ, c'est-à-dire la déclaration de M. Castaner quand le malheureux attentat à la préfecture de police a été connu, mais il était déjà coutumier de ce type de déclarations intempestives et fausses, comme pendant le 1er mai, quand il avait déclaré que des manifestants avaient pénétré violemment à l'intérieur d'un hôpital, alors qu'en fait... Il avait parlé d'attaque même. Voilà, donc c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on a à un des premiers postes de l'État quelqu'un qui a du mal à saisir son information et à contrôler son expression, et que par ailleurs, moi ce qui me frappe beaucoup, au-delà de l'épisode qui vient de se passer, qui témoigne une fois de plus de la fragilité intrinsèque du système policier et du système de sécurité en France, le fait que c'est le ministre qui a présidé en quelque sorte à la répression la plus brutale et la plus violente et la plus exagérée et la plus barbare, comme disait M. Mélenchon, d'un mouvement populaire avec le nombre de personnes éborgnées, aux mains arrachées, etc. Donc je crois que c'est là surtout qu'est la responsabilité grave de M. Castaner. Et l'épisode actuel, en quelque sorte, ne rajoute qu'un élément supplémentaire d'incompétence. Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou ? Moi, je pense que la gestion de la crise des Gilets jaunes aurait aussi mérité une commission d'enquête parlementaire. Pas, encore une fois, forcément pour pointer du doigt M. Castaner, mais pour poser des questions sur les choix politiques qui ont été faits dans la manière de gérer ou de réprimer les manifestations ou les dérapages qui avaient lieu dans ces manifestations. Donc, je crois que Guillaume Larrivé a très bien résumé la problématique concernant M. Castaner. Il est atteint de communicationnite aiguë. Il ne sait pas maîtriser sa parole, et c'est pas juste comme ça de la maladresse, c'est-à-dire que c'est la confiance dans la parole publique qui est en jeu. Ouais. Parce que là, on l'a vu dans le dernier épisode, il y a 2 éléments de responsabilité qui sont assez consternants. L'un qui dépasse M. Castaner, même s'il est responsable en tant que ministre, mais il y a ce qui s'est passé au sein de la préfecture de police et les raisons pour lesquelles cet individu n'avait pas été repéré malgré certains signaux. Et ensuite, il y a, encore une fois, sa responsabilité en matière de confiance dans la parole publique. Je suis désolé, mais on ne peut pas à la fois se précipiter pour accuser, vous rappelez l'épisode de la Pitié-Salpêtrière, pour dire ça c'était une attaque, on en est certain, pour que le lendemain on se rend compte que c'est pas le cas. Et puis là, alors que quand même il y avait des indices qui pouvaient laisser entendre, c'est-à-dire que M. Castaner n'avait pas à dire on pense que c'est un attentat ou que c'est une attaque à connotation islamiste. En revanche, démentir que ça puisse être le cas et démentir l'existence de tout élément qui pouvait aller dans ce sens-là, ça c'était une faute, parce que les Français n'ont plus confiance dans la parole publique. Ça va très au-delà de ce gouvernement-là. Maintenant, le problème politique, il dépasse aussi M. Castaner, parce qu'on voit bien que si Emmanuel Macron avait en réserve un autre ministre susceptible d'occuper ce poste-là, je pense que ça ferait longtemps qu'il y aurait un autre ministre qui occuperait ce poste-là. Mais comme on l'a souvent dit, les bandes touches de la Macronie sont assez dépourvues. Dans sa série d'auditions, Christophe Castaner avait ce matin celle de la délégation parlementaire au renseignement, présidée par Christian Cambon. Tout était à huis clos, donc on n'aura pas plus d'informations sur le fond de l'affaire, mais peut-être quelques indications sur l'atmosphère. Il se trouve qu'Alexandre Poussard, vous êtes en salle des conférences du Sénat avec Christian Cambon. Oui, Christian Cambon, comment s'est passée cette audition ce matin? Est-ce que les 2 ministres ont répondu à toutes vos questions? L'audition s'est passée dans un bon climat et elle démontre amplement l'utilité de la délégation parlementaire au renseignement, parce que le secret et la confidentialité absolue dans lequel s'effectue notre travail créent un climat de confiance, au sens où, sur la forme, les ministres se sont exprimés avec grande liberté, et je crois comprendre qu'ils nous ont dit l'essentiel de ce qu'ils savaient eux-mêmes sur des sujets, sur les 4 points que j'avais proposés comme question. Donc il y avait à la fois beaucoup de gravité, et la volonté de jouer la carte de la transparence devant la Commission. Il n'y a pas eu de questions où ils n'ont pas su répondre ?
Non, ils ont donné des éléments qui parfois sont partiels parce que les investigations et les enquêtes ne sont pas terminées. Et je peux le comprendre, encore une fois, si les enquêtes étaient terminées 3 jours après, là pour le coup ce serait suspect. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont compris les failles du système révélées par ce drame ? Oui, ils ont compris les failles, je pense qu'ils en sont très conscients et qu'ils en ont la responsabilité politique. Je rappelle que nous faisons un travail technique pour essayer de déterminer ce qui n'a pas marché. Nous avons cru comprendre qu'il y avait déjà un certain nombre de réformes qui étaient en cours. Malheureusement, elles ne sont pas terminées. Mais aussi bien sur le problème de l'habilitation, de la radicalisation, de la sécurisation des locaux et surtout le très grave problème de l'accès aux données confidentielles de cet agent et donc d'une manière générale des autres agents, des réponses ont été apportées, elles seront certainement complétées. Quand vous parliez des réformes en cours, ce que vous nous dites, c'est qu'ils avaient compris le problème avant que ça se passe, c'est juste que les réformes ont été trop tardives ? Oui, je crois que la directeure de cette direction du renseignement de la préfecture de police était arrivée avec la volonté effectivement de sécuriser un certain nombre de points. Mais malheureusement, il y a encore sûrement des choses qui ne vont pas. La preuve, c'est que cette tragédie a eu lieu. Alors, la délégation parlementaire au renseignement va poursuivre ses travaux sur ce sujet. Quelle forme va prendre votre travail ? Le sentiment général, nous avons dû partir assez vite à l'hommage national qui avait lieu à la préfecture de police, mais le sentiment général était la volonté de poursuivre, avec la bonne volonté des ministres qui ont proposé de revenir, et puis bien sûr peut-être de consulter d'autres responsables, parce que maintenant je pense qu'on va travailler sur la sécurisation de la préfecture de police, bien sûr, mais de tous les autres centres de renseignement, car c'est la sécurité des agents et c'est la sécurité de la France. Très bien. Merci beaucoup, Christian Cambon, d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. Et à tout à l'heure. Une dernière réaction sur ce point avant de passer au chapitre 2, Hervé Kempf, sur ce qui vient d'être dit ? Non, mais une fois de plus, c'est très très grave qu'un lieu aussi central de la police, du ministère de l'Intérieur, soit fragile à ce moment-là. J'aimerais bien, quelque part, peut-être une réaction un peu facile, mais que la rigueur que l'on prétend exercer à l'endroit des manifestants ou simplement des citoyens et des citoyennes françaises, que cette même rigueur soit appliquée à l'intérieur même des services de sécurité et des autres. Allez-y, vous vouliez réagir ? Oui, mais c'est pas juste une question de rigueur. C'est-à-dire, on l'a entendu ce matin dans le discours du président de la République, on est conscient de la menace. Le président de la République est conscient de la menace. Il a parlé de l'hydre islamiste, il a parlé de la mobilisation générale. Mais entre les mots et la politique du quotidien qui consiste plutôt pas de vague, sous la pression notamment d'un certain nombre de mouvements de gauche, appelons un chat, qui en permanence sont en train de soupçonner l'État, de se montrer raciste, qui sont en train de justifier une forme de racisme systématique ou institutionnel. Donc comment voulez-vous que des policiers ou d'autres institutions d'ailleurs, se débrouillent pour faire face à cette injonction contradictoire. On leur demande à la fois beaucoup de rigueur, et puis dès qu'elles en font montre, on leur dit « Ah mais vous voyez bien que là, vous vous montrez islamophobe, vous montrez ci, vous montrez ça ». Donc il y a un moment, il faut que la société française soit capable de trancher de manière, avec maturité, ces débats-là. Mais en l'état, on ne peut pas s'en sortir, parce qu'il est impossible, et ça ne concerne pas que les pouvoirs publics, ça concerne aussi les entreprises d'ailleurs qui sont livrées à elles-mêmes, ou les médecins, ou les professeurs, qu'on abandonne sur les lignes de fracture de la République en leur disant « Soyez rigoureux, surtout pas de complaisance avec l'islamisme ». Dans les faits, on leur demande surtout de se taire et de ne pas faire de vagues. Rapidement pour conclure, Hervé. Oui, ce serait le mot rigueur. Il y a deux choses. Il y a quand même, c'est presque de la technique policière qui est en jeu là. C'est en ce sens-là que je parlais de rigueur, presque rigueur méthodologique et pas de rigueur morale. En revanche, dans la technique, mais ce qui se heurte à la rigueur technique, c'est précisément ce type de discours. Dans le même temps, par exemple, on a une action de la police en banlieue où peut-être peut naître à tort ou à raison, un sentiment d'islamiste, une action de la police extrêmement violente, avec encore des morts régulièrement, comme encore il y a 2 jours à Villiers-le-Bel, ou encore ce qui se passe autour de la famille Adama Traoré. Donc on a là quelque chose, quand je parle de rigueur, c'est-à-dire il faut être techniquement excellent à l'intérieur de la préfecture de police. Et absurde parce qu'elle résume le nœud du problème. Je crois qu'on ne peut pas parler si vous n'attendez pas la fin de la phrase. Donc oui, mais je crois que j'ai assez compris l'idée. Oui, mais il faut que les téléspectateurs, pas les téléspectateurs, enfin, ils sont aussi lecteurs. Voilà, simplement, excuse-moi, je finis sur cette phrase. Puisqu'on parle d'islamisme, et vous avez raison de dire que c'est ça qui est en jeu, derrière ce qui se passe à la préfecture de police, il faut, en tout cas, dans les lieux où pourrait naître
cette espèce de déviance, être particulièrement attentif et ne pas couvrir des actes policiers qui, on va dire, manquent de rigueur. Je suis bien d'accord, mais ça n'empêche pas, pour revenir sur l'épisode de Villiers-le-Bel ou de ce jeune malheureusement décédé, effectivement, il était en fuite, il ne refusait de se soustraire à un contrôle de police. Je suis désolé, mais si on commence à dire que la police tue des gens dans ce pays, alors que ce sont des gens qui sont en train de fuir un contrôle de police, pardon, mais la règle dans une république, l'autorité, c'est de respecter un contrôle de police, même quand il vous déplaît. Ça nous éloigne un peu. Deuxième thème de ce match, ce mouvement de colère qui passe un petit peu inaperçu à cause de l'actualité très chargée, c'est celui des agriculteurs, oui. Opération Escargot, rassemblement en tout genre dans toute la France ce mardi. L'objet de ce ras-le-bol, c'est ce qu'ils appellent la déconsidération du métier. Alors, pour employer le terme du moment, c'est aussi ce qu'on appelle l'agribashing. Avant d'en parler avec vous, on fait le point avec Sandra Sercar. Dans toute la France, comme ici dans le Nord, les agriculteurs bloquent les axes routiers pour dénoncer un agribashing dont ils se disent victimes et protester contre les arrêtés anti-pesticides. Le sénateur Olivier Jacquin dit comprendre cette exaspération. On utilise des produits qui sont autorisés. Et là, on vient vous dire, en plus ça tombe mal, c'est encore une mauvaise année, non, on va vous contraindre, alors que les produits sont autorisés. Dans le viseur des agriculteurs également, les accords de libre-échange signés par l'Union européenne. Aujourd'hui, on vend des jeunes bovins, c'est-à-dire des animaux de moins de 2 ans, rendus abattoirs à moins de 4 € le kilo de carcasse. Et ça crée des distorsions de concurrence. Donc comment voulez-vous, à partir du moment où nos gouvernants, qui ont d'ailleurs 2 discours, qui d'une part sont capables de dire il faut changer de modèle agricole, il ne faut plus faire comme ci, il ne faut plus faire comme ça, et le lendemain ils signent un accord pour importer des produits qui sont faits avec des procédés interdits dans notre pays. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Une nouvelle mobilisation est déjà prévue le 22 octobre prochain. Jean-Sébastien Ferjou, vous le trouvez justifié ce ras-le-bol des agriculteurs ? Il y a plusieurs racines, et c'est ce que vous rappeliez dans le sujet, dans ce ras-le-bol des agriculteurs. Il y a le ras-le-bol vis-à-vis d'une attitude de la société française, ou d'une part de la société française qui, de plus en plus sensibilisée aux questions environnementales, ont tendance à criminaliser un certain nombre de comportements des agriculteurs. De ce point de vue-là, je les comprends totalement. Sur le libre-échange, je pense que la question est plus complexe, parce que même là, le sénateur qu'on vient d'entendre présente mal la question. Il faut quand même rappeler qu'un accord commercial, ça n'est pas un accord qui permet d'importer des produits. On peut importer des produits canadiens si on veut, on peut importer du bœuf élevé aux hormones si on veut. C'est simplement des accords sur les tarifs. Donc n'opposons pas une réalité où dans un cas c'est interdit, dans un cas ça ne l'est pas, parce que c'est complètement absurde. Ça n'est pas comme ça que se pose la question. Maintenant, on peut se poser la question sur les normes sanitaires, effectivement, on peut se poser la question sur la manière de négocier. Les tarifs impliquent des importations peut-être moins chères avec des normes beaucoup moins exigeantes que celles des agriculteurs aujourd'hui. Oui, mais le choix du consommateur reste le même, c'est-à-dire que personne ne va vous forcer à acheter du bœuf aux hormones si vous ne voulez pas en acheter. On peut quand même pas considérer qu'il n'y a jamais eu autant d'étiquetage. Il y a des familles françaises qui vont se jeter dessus si c'est moins cher. Mais elles le peuvent déjà, d'une certaine manière. Donc c'est un peu absurde à une époque où il n'y a jamais eu autant d'étiquetage qui permet aux gens de savoir précisément ce qu'ils consomment, de considérer que d'un seul coup ce serait... En revanche, je pense que là où les agriculteurs ont véritablement raison, c'est sur l'espèce d'injonction contradictoire qui pèse sur eux, comme je vous disais tout à l'heure, de à la fois produire suffisamment pour nourrir le pays quand même, a fortiori si on ne veut pas d'accord de libre-échange avec d'autres pays, et dans le même temps de respecter des exigences environnementales qui ne sont pas fondées d'un point de vue scientifique. Hervé Kempf. D'abord, ce n'est pas tous les agriculteurs, c'est largement mis en branle par la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, ce qui ne veut pas dire que cette colère est injustifiée, mais en revanche, ça n'est pas tous les agriculteurs. Parce qu'elle existe, et puis on parle même des suicides des agriculteurs. Oui, tout de même. absolument. Ça va très loin quand même. Enfin, on en parle dans le mal-être, la grogne des agriculteurs, elle est absolument réelle. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce mouvement d'aujourd'hui d'agribashing, puisque c'est le terme qui a avancé, par exemple, nous on lit régulièrement la France agricole toutes les semaines, et depuis très régulièrement ce terme est là, ça n'est pas tous les agriculteurs. Par exemple, une fois de plus, la Confédération paysanne ne s'est pas associée à ce mouvement et n'emploie pas ce concept. La deuxième chose, c'est que monsieur le sénateur Michel Raison a tout à fait de dire qu'il y a un double discours. L'injonction contradictoire, elle n'est pas des consommateurs ou des agriculteurs, elle est de ce discours politique où on nous dit politique agricole, il faut laisser parler. On arrive à discuter. C'est un match des... Vous savez qu'un débat, c'est quand même a priori un échange.
échange. Non, moi un débat, c'est on s'écoute. Alors, et on s'écoute si je parle trop longtemps, on me le dit. Mais voilà. Donc je finis les idées pour pas être perturbé, parce qu'on essaie d'argumenter aussi, de réfléchir. Voilà. Monsieur le sénateur a tout à fait raison. Il y a un discours qui dit écologie, et puis la réalité de la politique agricole, c'est une politique qui pousse à la concentration des terres, c'est une politique qui pousse à l'extension, à la numérisation, à l'emploi de techniques de plus en plus grandes. C'est en gros une agriculture qui va vers des 400 hectares, des 600 hectares, des exploitations extrêmement grandes, où les petits et les moyens paysans sont en train de disparaître. Et donc, ce qui est en train de se passer dans le drame agricole en ce moment, c'est qu'on met sous la même enveloppe ces réalités qui sont différentes, et un très grand malaise, notamment les suicides des agriculteurs, comme le rappelait Rebecca Fitoussi, c'est très souvent des petits et des moyens agriculteurs. Donc c'est cette question qu'il faut faire, et je comprends tout à fait le malaise des agriculteurs, on les suit vraiment très attentivement à Reporter, le quotidien de l'écologie, parce que ça fait partie de l'écologie, cette question, mais c'est quelle politique agricole commune ? Et commune, je dis aussi, parce qu'il y a un enjeu européen qui est extrêmement important. Et ce double discours, il est plutôt de la disjonction entre ce qui est dit officiellement et la pratique concrète des politiques agricoles. Pour alimenter votre échange, juste ce témoignage, on en a marre de toutes les fake news, des émissions à charge à la télé, des intrusions dans nos exploitations par des associations et même des députés, des insultes quand on pulvérise dans nos champs. Ça, c'est le témoignage de Jimmy Guérin, éleveur de bovins dans West France. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a certainement une forme d'injonction contradictoire de la part des pouvoirs public, mais il y a aussi de plus en plus, et l'agribashing, ou ce sentiment d'agribashing, il est plutôt né de ce genre d'émissions de télé ou de ce genre de militants qui considèrent qu'un certain nombre de comportements sont quasiment d'ordre criminel, même quand il n'y a, encore une fois, aucun fondement scientifique pour le dire. On l'a vu avec la question des épandages de pesticides. Il y a quand même des études épidémiologiques qui montrent que le glyphosate, par exemple, de mémoire, c'est 24 ou 28 morts de cancers professionnels par an. À ma connaissance, le tabac ou l'alcool, ce sont des dizaines de milliers de cancers. On ne les interdit pas. C'est de ça dont parlent les agriculteurs. C'est qu'on a vu des émissions de télévision sur la question, sur le service public, qui plus est, financé par la redevance audiovisuelle, des émissions qui n'avaient mais aucune rigueur scientifique, qui racontaient mais vraiment intégralement n'importe quoi. Les tests, vous savez, les fameux tests qui ont été faits sur les tests d'urine, sur est-ce que tout le monde porte du glyphosate ou non, ça a été ensuite complètement démenti. Mais évidemment, vous n'en entendrez jamais parler dans les émissions en question. Donc oui, je comprends que les agriculteurs de ce point, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions environnementales qui se posent, ce qui ne veut pas dire, pour le coup, là où je pourrais vous rejoindre, c'est que la question de la concentration et du modèle économique dominant dans l'agriculture ne se pose pas. Elle se pose véritablement. Mais le regard social ou sociétal qui est porté sur les agriculteurs, en tout cas par une infime minorité, je pense, mais ces militants-là, oui, je comprends que les agriculteurs, ça les exaspère. Oui, le regard s'est détérioré ces derniers mois. C'est parce que les questions qui sont posées par l'agriculture sont absolument essentielles et renvoient, par exemple, sur la question des pesticides. D'abord, c'est pas une frange infime et excitée de militants. C'est un mouvement très populaire qui s'appelle Nous voulons les coquelicots et qui soulève à juste titre le fait qu'il y a trop de pesticides en France. Je vous rappelle que le deuxième consommateur mondial de pesticides, c'est la France, et en Europe, on est largement devant. Voilà, on sait par ailleurs, alors je ne vais pas rentrer dans le débat scientifique parce que ce que vous avez dit là est un petit peu rapide, mais on ne dit pas entre trop et pas du tout. En revanche, on sait bien que ça fait des années que, par exemple, il y a eu un plan éco-phyto et qui n'a pas avancé du tout. Donc au bout d'un moment, quand les choses, l'agriculture raisonnée, des approches plus douces ne bougent pas, eh bien les agriculteurs qui voient quand même des problèmes de santé réels, les agriculteurs et les consommateurs, disent maintenant ça suffit. Donc une fois de plus, on revient à la question du modèle agricole. Mais si on veut aller, la revendication, elle est beaucoup plus radicale que celle-là. La revendication celle qu'on a vue portée notamment par un certain nombre d'émissions de télévision ou de partis politiques, elle est beaucoup plus radicale que celle-ci. Quand on parle d'interdiction, d'arrêté d'interdiction sur une commune, au-delà du fait d'ailleurs que ça n'est pas de fondement légal, on n'est pas dans le fait de parler d'une agriculture raisonnée. Cette espèce de croyance nouvelle que tout ce qui serait artificiel serait mauvais et tout ce qui serait naturel serait bon, comme si un poison ne pouvait pas exister d'un dose naturelle et comme si un poison c'était pas la question de la dose qui était en jeu. C'est-à-dire, on est en train de perdre tout bon sens dans la manière d'aborder les sujets. Je ne vous parle pas là d'agriculture raisonnée parce qu'encore une fois, il y a une manière justement modérée ou raisonnable de faire les choses. Mais ça n'est pas la même chose que de considérer d'un point de vue idéologique que tout ce qui est artificiel est par nature mauvais. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourra plus nourrir, parce que ça c'est quand même une réalité qu'il faudrait rappeler, c'est que si on voulait vraiment pratiquer l'agriculture telle que la souhaiteraient ces militants radicaux, on ne nourrirait plus la planète. Alors, il y a tellement d'affirmations en 2 minutes 30 que je vais avoir du mal. Non, mais je réponds parce que là c'est important. Vous me donnez 1 minute.
minutes, on va s'en sortir. Agriculture raisonnée, c'est le terme que j'emploie. Paradoxalement, c'est ce que voulait faire la FNSEA et ceux qui disaient pas d'interdiction de pesticides. Et puis ça n'a pas marché. On reste toujours avec des fortes consommations de pesticides. Deuxième point, l'agriculture biologique dit pas de pesticides. Là, c'est pas idéologique, c'est une pratique qui concerne maintenant des milliers d'agriculteurs. De plus en plus, d'ailleurs, vous savez que le taux de conversion vers l'agriculture biologique augmente sans arrêt. La demande des consommateurs et des consommatrices est très importante sur ce point. Et donc, on a là une solution qui apparaît. Et dernier point, puisqu'il me reste maintenant 15 secondes sur la minute, eh bien, l'idée que l'agriculture biologique, une agriculture écologique pourrait nourrir la planète est tout à fait acceptée par les agronomes, par l'Organisation mondiale de la santé, mais ça suppose aussi, et c'est important, et je conclurai là-dessus, une évolution aussi du mode de consommation et sans doute pour les consommatrices et les consommateurs de manger moins de viande. Et là, c'est à eux de réagir. Troisième et dernier thème de ce match, mais c'est lié, ce sont les actions coup de poing d'un mouvement écolo international de désobéissance civile, Extinction Rébellion. Il est né en Angleterre il y a tout juste un an pour alerter sur l'urgence climatique. Il est présent dans 57 pays. En France, on compte à peu près 10 000 membres, dont 313 actifs. Ils ont occupé le week-end dernier un centre commercial de la capitale. Ça a beaucoup fait parler. Et hier, eh bien, ils se sont installés sur la place du Châtelet à Paris, bloqués pour faire bouger les lignes. La méthode est-elle la bonne? Les responsables politiques ne sont pas tous d'accord. Écoutez. C'est bien, moi j'aime bien quand la jeunesse s'empare de la société, s'empare de son destin de manière extrêmement pacifique, toujours non violente, non violente, non violente. Il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents et il faut les réprimer très, très rapidement parce que c'est une dégradation de l'image de l'écologie, de l'image de l'environnement et ça risque de disqualifier toutes les actions pro-environnementales qui risquent d'être associées à ce type d'agression et de violence. Alors, c'est la réaction de Ségolène Royal qui a fait le plus bondir les écologistes. Est-ce que ça vous fait bondir, Hervé, quand même, d'entendre Ségolène Royal dire qu'il faut les arrêter, ces mouvements? En tant que journaliste soucieux des faits, oui, tout à fait. Je regrette parce que Ségolène Royal est quelqu'un que j'estime par ailleurs, qui a des qualités, mais qui a aussi beaucoup de défauts et parfois celui de dire n'importe quoi. Extinction Rébellion n'est pas un mouvement violent. C'est un mouvement non violent qui est né en Angleterre en novembre 2018, Absolument. Qui a commencé à faire des actions très, très efficaces et très non violentes et très spectaculaires à Londres en avril, qui continue, qui n'a pas eu du tout de violence dans l'occupation du centre commercial Italie 2 à Paris ce week-end. À nouveau aujourd'hui et depuis hier et en ce moment, je suppose que les reporters de Public Sénat le suivent comme ceux de reporters, on est très attentifs. Il n'y a pas de violence et je regrette beaucoup que madame, vous parliez de perte de la parole publique, vous aviez tout à fait raison. Je crois que une fois de plus, Madame Royal et les autres responsables politiques devraient faire attention aux mots qu'ils emploient. Donc, à tort ou à raison, ça sera un autre débat, mais le principe et la charte, en quelque sorte, du mouvement Extinction Rébellion, c'est de dire non-violence. Et, de facto, nous, on n'observe pas de violence et il n'y a pas de violence. Il n'y a pas, si je peux me permettre très amicalement de reprendre, c'est pas une opération coup de poing. Un coup de poing, c'est boum, je veux. Non, c'est une opération spectaculaire, mais ça n'est pas des opérations coup de poing comme celles que généralement mènent les écologistes. Et vous avez raison de rectifier, il n'y a pas de violence. Donc pas d'opération coup de poing, opération surprise, disons. Opération d'envergure. Jean-Sébastien Ferjot. Pour le coup, moi je trouve que Mme Royal s'est beaucoup plus déconsidérée par ses autres propos sur les pesticides, où elle attribuait les cancers du sein à l'utilisation de pesticides en France, où elle considérait que les agriculteurs, même chose, souffraient de plus de cancers de l'appareil génital que des pesticides, ce qui est parfaitement faux aussi. En revanche, je pense qu'elle a raison d'alerter sur autre chose, parce que ce qui joue, c'est que c'est pas une cause environnementale, c'est que ce sont des mouvements anticapitalistes. Il faut appeler un chat un chat. Je voyais Danielle Simonet hier, qui était sur la place du Châtelet, elle disait la fin du capitalisme, c'est sympa, c'est ça qu'ils réclament. Donc moi je veux bien qu'il n'y ait pas de violence, mais enfin les salariés qui travaillent dans le centre commercial en question, ils n'ont pas pu travailler. Donc je veux bien que chacun mène sa cause dans son coin. Moi je veux bien aller bloquer votre activité si ce que vous faites ou dites me déplaît. Mais quelle société voulons-nous? Il y a un moment, on ne peut pas en permanence passer par la rue. Il y a un moment, il y a une représentation, il y a des corps intermédiaires, il y a des moyens de se faire entendre. Alors quand c'est une fois, admettons, mais là, ça n'est pas une fois. On voit bien qu'on est sur des occupations de longue durée. Et c'est, à mon sens, les mouvements type Occupy Wall Street, etc., n'ayant pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, ils sont en train de se transformer et de prendre le faux visage de l'environnement et de l'écologie. Ce sont des mouvements qui veulent la fin du capitalisme, ils veulent la décroissance, pas parce qu'ils se préoccupent de la planète, mais parce que tout simplement, ils détestent le capitalisme, ils détestent le libéralisme financier. Donc appelons un chat un chat. Après, moi je pense aussi, pour le coup, que ce fameux capitalisme financier n'a pas eu le bon sens ni la décence de se réformer après la crise de 2008. Et ben, on en paye la facture aujourd'hui parce que pour le coup, le lien de confiance
avec le système même, les fondements du système dans lequel nous vivons, il est rompu et terriblement abîmé. Je ne pense pas que c'est demain que ça va malheureusement s'améliorer. Hervé Kempf, là je vous laisse 30 secondes. Oh, c'est formidable. Alors d'abord, il faut bien les gérer. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Vous avez en face de vous l'auteur de « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ». Donc les choses sont claires. Et en fait, c'est ce livre, mais écoutez, et je vous l'enverrai d'ailleurs, je serai heureux, vous le lirez. C'est en 2 mots, il y a une évolution, très rapidement, de l'écologie depuis une quinzaine d'années, de dire on ne peut plus séparer la question écologique et la question sociale. Elle s'articule. Ça, c'est une chose qui s'est passée depuis 1 an, 2 ans, dans le terrain, avec un mouvement comme Extinction Rébellion, qui maintenant... C'est le chef du malthusianisme. Malthus disait qu'on n'ouvrirait jamais plus de 27 millions de personnes en France. Voilà. On est 67 On arrive à vous millions. comprendre tous les deux. Allez, merci. Et c'est le premier point. Donc après, on n'aura pas le temps de détailler pourquoi le capitalisme, dans sa croissance productiviste, dans sa folie spéculative, dans son développement du libéralisme financier, empêche toute politique écologique. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens, de jeunes, de monde qui se rendent compte qu'on ne peut pas avoir une société de croissance avec des extrêmement riches qui continuent comme ça et une politique écologique. Donc maintenant, il y a une articulation sur notre organisation économique et sociale, mais ne mélangez pas les enjeux. Ça n'a rien à voir avec la défense de l'environnement. On se souvient dans quel état était l'environnement dans les pays où il y a des modèles collectivistes où la manière dont l'environnement est traité en Chine encore à l'heure actuelle. Et on déborde. Pardonnez-moi, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé activement à ce match des idées. Allons plus loin, continue. #LPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. On passe à notre grand débat. On va prendre le temps, là aussi, de s'arrêter sur le texte du moment au Sénat. Le projet de loi engagement et proximité, porté par le ministre Sébastien Lecornu, il est censé améliorer les conditions d'exercice des maires. À 5 mois des élections municipales, vous imaginez bien que cette loi prend une dimension un peu particulière, mais il y a des points qui bloquent. C'est l'intercommunalité. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est exactement. Ça tombe bien, Samia Dechir nous explique tout. Les communes n'ont jamais vraiment digéré les mariages forcés de l'intercommunalité. En 2015, la loi NOTRe les a parfois obligés à se regrouper dans des EPCI, établissements publics de coopération intercommunale de très grande taille, avec des transferts obligatoires de leurs compétences à ces EPCI très mal vécus, comme celle de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées. Dans son projet de loi sur les collectivités, le gouvernement propose d'aménager ce transfert. La commission des lois du Sénat veut aller plus loin et le supprimer totalement. Pour les sénateurs, l'intercommunalité n'est pas toujours la bonne échelle. L'eau, elle coule là où elle doit couler, selon un rythme naturel. Et la loi NOTRe a décidé que ça se faisait à l'échelle d'un périmètre administratif. Donc le sujet ne colle pas avec un périmètre administratif. On a parfois 2 ou 3 communes qui sont dans des intercommunalités différentes et qui ont une station d'épuration en commun. Parce que ça a du sens, il y a une proximité, il y a un dénivellement qui est bon. Voilà, donc il faut être pratique sur une histoire très pratique d'eau et d'assainissement. Les sénateurs veulent aussi assouplir les transferts facultatifs de compétences aux EPCI. Aujourd'hui, lorsqu'un tel transfert est décidé, le périmètre est indivisible et il s'applique à toutes les communes, alors qu'elles ont parfois des réalités très différentes. La commission des lois propose une formule à la carte où seules les communes volontaires pourraient choisir de transférer une compétence à l'EPCI. Et quand on a des grands ensembles intercommunaux, parfois plus de 50, plus de 100 communes, il est difficile de répondre à des problématiques qui sont des problématiques de proximité, qui concernent la vie quotidienne des gens, parce qu'on sait très bien que ces compétences, elles sont exercées en proximité lorsqu'elles reviennent à la commune. Une manière de redonner aux maires le pouvoir de mener des politiques différenciées en fonction de leur commune, ce que ne permettent pas toujours les grandes intercommunalités aujourd'hui. Avec nous pour le grand débat ce soir, Françoise Cartron, bienvenue. Vous êtes sénatrice La République En Marche de la Gironde, membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Cyril Pellevat, bienvenue à vous également. Vous êtes sénateur LR de la Haute-Savoie, vice-président de la Commission des Affaires européennes. Solène Dossé, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocate, associée au sein du cabinet Seban, spécialiste de l'intercommunalité. Et Antoine Homé, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes maire socialiste de Wittenheim, dans le Haut-Rhin, vice-président de l'agglomération de Mulhouse et membre du bureau de l'Association des maires de France. Merci à tous les 4 d'être ici. Je sais que la question de l'intercommunalité est un peu technique, donc je voudrais qu'on soit clair ce soir et qu'on essaie de vulgariser pour les téléspectateurs qui nous regardent. Cyril Pellevat, on parle d'un point de blocage entre l'exécutif et le Sénat sur cette question de l'intercommunalité. Qu'est-ce qui coince? Est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, vous diriez qu'il y a quelque chose qui coince entre vous et l'exécutif? Écoutez, je pense qu'au niveau du texte de loi tel qu'il a été rédigé, il va dans le bon sens, dans la mesure où il est voulu par les élus, il est voulu par les territoires, et quelque part
part, c'est des combats qu'on mène tous ensemble au quotidien. Par contre, il ne va pas suffisamment loin. Je ne dirais pas qu'il y a un blocage, mais par contre, il y a une volonté. Et quelque part, c'était dit tout à l'heure par Sébastien Lecornu en introduction, c'est pas un grand soir, mais nous, c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment avoir plus de latitude et pouvoir... Oui, un Big Bang territorial, c'est le mot qui est un peu employé. Oui, c'était exactement ce que l'on souhaitait. Par contre, là, on fait un petit peu de saupoudrage, on essaie de faire plaisir à des élus parce qu'on sait qu'on a les municipales qui sont pas bien loin et quelque part, on est un peu déçus. Françoise Cartron. Oui, non, je crois que c'est pas tout à fait ça, parce que le fameux Big Bang, donc, qui soi-disant, finalement, les élus, enfin moi je ne sais pas, mais moi dans mon département, ils sont, je dirais, fatigués par la réforme de l'intercommunalité qui s'est faite sous le précédent mandat. Ils en voient tous les défauts. On parle de la loi NOTRe en 2015, oui, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par tout le monde tout à l'heure à la tribune. Donc, ils sont fatigués. Je crois qu'ils ne sont pas prêts à ce qu'on refasse un Big Bang et qu'on remette tout à plat. Ils veulent qu'on corrige les plus grosses difficultés parce qu'il y a un vrai problème. Et dans la loi qui est proposée, après tout, on peut remettre en cause les périmètres parce qu'il y a une question quand les périmètres sont trop grands ou les petites communes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles sont perdues. Ce sont les 3 grandes communes de l'agglo qui pilotent et qui portent les projets les plus structurants. Et elles sont totalement frustrées en disant... D'ailleurs, moi, beaucoup de maires me disent « je ne vais plus aux séances de l'intercommunalité ». Ça ne sert à rien, on ne m'écoute pas, je ne compte pas. Voilà, ça ne me concerne pas. Donc, je crois qu'il y a sans doute quelque chose à faire aussi. C'était une première étape dans la gouvernance des intercommunalités. Il faut que les intercommunalités réfléchissent à une autre gouvernance où chacun trouve sa place et trouve son intérêt. On ne peut pas faire une intercommunalité juste pour les 3 ou 4 grosses communes qui pilotent et qui déterminent l'avenir du territoire. Alors avant de poursuivre, je voudrais qu'on écoute Sébastien Lecornu. Justement, y a-t-il point de blocage ou pas entre le Sénat et l'exécutif? Pas du tout. On va l'écouter. Il est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences. Sébastien Lecornu, les sénateurs en commission ont décidé que les communes pourraient créer une intercommunalité à la carte. C'est un point de blocage avec le gouvernement. Pourquoi ça bloque? Je ne présenterai pas les choses comme ça. On est dans une coproduction depuis le début avec une ligne de crête à tenir. C'est arriver à gommer tous les irritants de la loi NOTRe, loi que j'ai combattue en plus par ailleurs quand j'étais maire et président du département de l'Eure, sans pour autant faire un grand Big Bang. Et donc le grand Big Bang aurait fatalement des conséquences sur les finances locales, sur les budgets, sur les dotations. Donc il va falloir qu'on effectivement examine l'ensemble de ces amendements. Mais une fois de plus, globalement, je ne parlerai pas vraiment de point de blocage, c'est pas du tout l'ordre du jour. Donc pour vous, quand les sénateurs vont plus loin dans l'assouplissement, il y a le risque d'un grand Big Bang? Écoutez, moi, les choses sont claires. Je suis un militant de l'intercommunalité. On fête les 20 ans de la loi Chevènement cette année. Mais en aucun cas, l'intercommunalité doit coiffer inutilement le bloc communal. L'intercommunalité, c'est un établissement public au service des communes. Donc le projet de loi a pour objectif de remettre les maires au cœur de l'intercommunalité. Après, quand vous jouez avec les compétences, vous jouez donc avec aussi des transferts budgétaires et donc vous jouez aussi sur les dotations de l'État. Je vais vous dire une chose, si dans cette maison, comme d'ailleurs à l'Assemblée nationale, si on avait regardé l'étude d'impact de la loi NOTRe au moment où elle a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment l'étude d'impact sur le volet financier, peut-être que d'autres choix auraient été faits différemment. Donc moi je vais m'employer à tenir cette discussion, non pas comme un ministre, mais comme l'ancien maire et le temporaire non président de département que je suis. Donc des compromis, des concessions sont possibles dans ce débat? Non, mais c'est une loi de pragmatisme, vous savez, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Soit nos collègues élus locaux sur le terrain vivront cela comme une avancée, ceux le vivront comme une reculade. Donc le moins de doctrine possible, le moins de dogme possible, je crois l'avoir démontré pour ma part, le moins de politique possible. Je n'ignore pas que la question de l'eau et l'assainissement peut être un totem politique pour certains. Pour moi, ce n'est pas le sujet, il faut que ça fonctionne. Et justement, sur l'eau et l'assainissement, qui concerne la gestion de l'eau des communes, très important pour les communes, les sénateurs en commission ont supprimé ce transfert obligatoire de cette compétence à l'intercommunalité dans les années à venir. Est-ce que vous allez faire tomber ce totem? Non, on a prévu nous quelque chose d'encore plus souple et beaucoup plus libre, c'est la délégation. Maintenant qu'on a fait des grandes intercommunalités, d'ailleurs c'est pas moi, c'est précisément le Parlement du moment en votant la loi NOTRe. Il faut bien en tirer toutes les conclusions opérationnelles et avoir des délégations qui puissent être différenciées. Vous avez une grande communauté d'agglomération en milieu montagnard par exemple. Peut-être qu'il y a un mode de gestion adapté pour les communes qui vont être sur le col et peut-être que d'autres modes de gestion vont s'adapter à la vallée. Cette différenciation infracommunautaire, c'est un peu barbare, mais en clair, au sein d'une grande communauté d'agglomération, comment peut-on avoir des modes de gestion différenciés? Ça, c'est l'avenir. Moi, je ne propose pas de refaire le match sur l'eau et l'assainissement. Je ne suis pas là pour ça. Très bien. On ne va pas refaire le match. Merci Sébastien Lecornu, puis bon courage pour le débat, parce que vous allez examiner près de 800 amendements. Merci beaucoup.
En tout cas, plus de 900 ont été déposés. Merci Alexandre. Antoine Homé, je vous voyais faire non de la tête pendant l'intervention de Sébastien Lecornu. Oui, parce que c'est intéressant, les intentions du ministre sont louables, mais dans la phrase d'après, il dit le contraire de ce qu'il annonçait. Je ne veux pas être technique, mais j'explique qu'il y a des syndicats d'eau et d'assainissement qui fonctionnent bien, et donc la loi NOTRe, effectivement, a prévu des transferts de compétences aux ensembles intercommunaux. Eh bien, ce que nous disons, nous, c'est que si les élus intercommunaux décident librement de s'organiser pour prendre la compétence, ils la prennent. Mais pourquoi détruire des syndicats qui fonctionnent bien avec des élus investis? Ce qui est critiquable, ce n'est pas l'intercommunalité. Moi aussi, je suis élu intercommunal et militant de l'intercommunalité. C'est qu'on essaie, depuis Paris, finalement, d'imposer des transferts obligatoires. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut que ça soit une compétence optionnelle. C'est ce que le ministre dit ne pas vouloir faire. Mais c'est la situation actuelle. Donc sur l'eau, vous êtes contraint en fait. Sur l'eau et l'assainissement, nous demandons, et sur le tourisme aussi, qu'on laisse les territoires s'organiser. Il est temps que dans ce pays, enfin, qui reste le dernier grand pays centralisé d'Europe, on fasse confiance aux élus locaux, qui sont aussi des défenseurs de l'intérêt général. C'est ça le fond du sujet. Solène Dossé, il va assez loin ce projet de loi gouvernemental pour laisser des marges de manœuvre aux communes, ou finalement c'est du saupoudrage comme le disait le sénateur il y a un instant? Alors, tout dépend de quelle version du texte on parle, mais c'est vrai qu'effectivement, la version prévue par le gouvernement. Celle par le gouvernement était effectivement plus légère. Celle adoptée là en commission récemment par le Sénat est naturellement plus importante, puisque c'est ce qui était évoqué notamment en début de reportage. Il y a cette idée de permettre en fait que certaines communes seulement transfèrent des compétences aux intercommunalités et que d'autres les conservent. Parce que ça a été évoqué, je crois, par l'ensemble des interlocuteurs. C'est vrai qu'une des problématiques très importantes des grosses intercommunalités notamment, c'est celui de la différenciation du mode de gestion de certains services publics. Typiquement, effectivement, la petite enfance, par exemple, qui peut sembler quelque chose, j'allais dire, de presque anecdotique pour les parents. Hein. Non, pas pour les parents, pardonnez-moi, j'allais dire anecdotique pour les grosses collectivités parce qu'elles ont un système de régie. Et quand je dis anecdotique, c'est le fonctionnement mutualisé. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une grosse ville, elle a les moyens, elle seule, de gérer sa compétence petite enfance. Donc elle n'est en rien anecdotique dans la gestion, mais elle peut être gérée seule. En revanche, le gérer de façon mutualisée pour les petites communes est quelque chose d'essentiel pour pouvoir justement proposer un service public de qualité. Voilà, sans rentrer dans des détails techniques, mais les relais d'assistantes maternelles, par exemple, dans les petites communes, il faut que ce soit au niveau intercommunal. Or, quand vous avez un système avec une grosse intercommunalité, vous ne pouvez pas avoir deux modes de gestion différents. Vous avez forcément ou la compétence qui est gérée par l'intercommunalité dans son ensemble, ou uniquement par les communes. Donc ça pose effectivement des difficultés de différenciation comme ça, de gestion des services publics. C'est bien, ça aide, mais il faut aussi un peu du à la carte pour les petits. Il faut pouvoir effectivement identifier la façon dont les communes ont besoin de gérer leurs services, savoir si elles ont besoin de gérer leurs services publics tout ensemble, ou si effectivement elles peuvent le gérer à leur niveau, au niveau communal. Ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui existe dans les syndicats, qui n'existe pas dans les interco à fiscalité propre, là aussi pour être un peu technique, mais c'est aussi pour ça que l'on entend beaucoup les élus dire mais ces syndicats, ils fonctionnent, on arrive à travailler avec, comment réfléchir effectivement à quelque chose qui pourrait être fait, y compris dans les interco à fiscalité propre, mais qui serait aussi plus à la carte. Cyril Pellevat. Oui, écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit à l'instant. Hein. Clairement, on est contre, on est tous autour de la table, on est pour le système d'intercommunalité. Par contre, ce qu'on a besoin et ce que les élus ont besoin, c'est d'un peu plus de marge de manœuvre. Et les amendements qui ont été votés ce matin, qui ont été votés dans le cadre de la commission des lois, vont dans le bon sens et apportent cette souplesse qui aujourd'hui est indispensable. On l'avait vécu dans les divers syndicats, que ce soit eau, assainissement ou d'autres compétences qui marchaient très bien. Et si on arrive à redonner cette souplesse, pour moi, c'est bon. Françoise Carton. Oui, non, moi j'évoquais tout à l'heure un problème de gouvernance au sein de l'intercommunalité. Je crois qu'il faut imaginer une autre façon de faire. C'est-à-dire, quel est le problème? Moi, je vais vous prendre un exemple. J'ai été maire d'une commune de 7000 habitants au sein de la grosse communauté urbaine de Bordeaux. Donc j'étais avec de très grosses communes et bien évidemment, il y avait beaucoup de sujets que je sentais qui ne seraient pas et qui n'étaient pas destinés à ma commune. Alors on a inventé dans le dernier mandat ce qu'on a appelé les contrats de co-développement. C'est-à-dire à côté des gros projets structurants portés par l'Interco, les transports, l'aménagement des transports, des choses évidentes, chaque commune venait à la communauté urbaine
avec ce qu'elle avait défini comme projet pour sa commune, prioritaire pour les 3 ans. C'était forcément des plus petits projets, soit un axe culturel, soit un axe justement de petite enfance, soit un autre axe. Et là, l'intercommunalité, à côté du financement des très grands projets structurants, tels qu'on avait le tramway, s'engager à financer avec le maire, avec la commune, ce que le maire avait défini comme prioritaire pour les 3 ans à venir dans sa commune. Et je crois qu'en marchant sur ces 2 pieds, comme ça, chacun s'y retrouve. Parce que dans une interco, et puis moi je vois, on a construit le tramway, c'est quelque chose d'hyper important qui profite à tout le monde, même si le tramway ne passe pas dans chaque commune. D'ailleurs, il ne peut pas. Mais à côté, la commune, elle a son identité. Elle veut développer quelque chose qui correspond. Elle n'est pas lésée, pas méprisée, pas mise de côté. Voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et que je crois dont on pourrait s'inspirer pour que chacun s'y retrouve. Alors, outre l'intercommunalité, il y a tout un tas d'autres points abordés dans cet avant-projet de loi. On voit cela avec vous, Quentin Calmet. Vous êtes dans l'hémicycle du Sénat. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un point plus général sur ce texte ? Oui, l'examen du texte a commencé cet après-midi par la discussion générale. J'allais vous dire que l'ambiance était bonne dans l'hémicycle. On a vu les ministres brosser les sénateurs dans le sens du poil. Écoutez Sébastien Lecornu, c'est lui qui porte le texte pour le gouvernement. Je m'étais engagé, Monsieur le Président du Sénat, aussi auprès de vous, à ce que nous soyons dans une coproduction la meilleure possible et la meilleure qu'il soit avec la Haute Assemblée. Nous nous sommes donc inspirés, avec votre accord, avec votre concours, de nombreux travaux du Sénat. Oui, donc le ton est depuis monté, notamment sur le hashtag Balance ton maire. On le voit, cela a laissé des traces, même 1 an plus tard. Et donc Rebecca, c'est parti. Je vais tester l'exercice de résumer les grandes mesures du texte en quelques secondes. On ne va pas revenir sur l'intercommunalité, vous l'avez évoqué avec vos invités. Mais deuxième point, le texte renforce les pouvoirs de police du maire. Des mesures en réaction au drame de l'été, que ce soit la mort du maire de Signes ou les différentes agressions des élus. Troisième point, toutes ces mesures qui visent à améliorer le quotidien des maires, accès à la formation, aide à la reconversion des élus, prise en charge des frais de garde dans les petites communes ou encore augmentation du plafond des indemnités des élus dans les petits villages. Tout ça à 6 mois des municipales. On fait remarquer certains sénateurs, notamment sur le banc de la gauche. Écoutez Eric Kerrouche. En moins d'1 an, nous sommes passés du hashtag Balance ton maire au hashtag Cajole ton élu. Bien entendu, si l'on était moqueur, ce dont vous ne pouvez me soupçonner, on ne pourrait que souligner l'heureux calendrier de ce projet qui, par le plus grand des hasards, et parce qu'il est forcément très utile, doit absolument être voté avant les élections municipales. Les sénateurs ont largement modifié le texte en commission. Là encore, je vais essayer de vous résumer ça en quelques secondes. Regardez l'infographie, 3 points. Ils veulent aller plus loin que le gouvernement sur la sécurité des maires avec un grand plan d'action. Cela suit les milliers de témoignages reçus des maires de France. Deuxième exemple d'un ajout des sénateurs, la mutualisation des polices municipales dans l'intercommunalité. Autre point, cette intercommunalité à la carte dont vous parliez avec vos invités. Voilà, Rebecca, le résumé de ce projet de loi Lecornu avec ses 700 amendements sur les 900 déposés. Il y en a 700 examinés dans l'hémicycle. Ça va occuper pendant 2 semaines les sénateurs. Bravo, belle prouesse Quentin. Merci beaucoup. Antoine Homé, on le voit, statut de l'élu, rémunération des élus, pouvoir de police du maire. Est-ce que quand même, concrètement, avant d'en venir peut-être au volet politique qu'on abordera dans un deuxième temps, mais est-ce que c'est une loi qui quand même va considérablement changer les choses pour les maires ? Il y a dans ce texte, qui est globalement peu décevant, pas à la hauteur, des points positifs qu'il faut relever. Vous dites quand même globalement, pas très positif, mais des points positifs. Oui, on l'a dit avant, c'est un texte très technique, dans un calendrier opportun, et nous pensons qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Je donnais des exemples sur les compétences, mais en même temps, il y a des points qu'il faut relever. Il faut avoir un point de vue équilibré. La question du pouvoir de police du maire est très importante. Parce que si l'on veut, à nouveau, que dans ce pays, nos habitants, les concitoyens aient confiance dans l'action publique, il faut que les décisions que prennent les maires soient suivies des faits. Et qu'il s'agisse des établissements recevant du public ou de l'urbanisme, trop souvent, lorsque par exemple des commissions de sécurité sont passées, qu'un bâtiment est dangereux, qu'il y a des risques d'incendie, fait une mise en demeure.
un arrêté de fermeture, et il ne se passe rien. Et ça, c'est très nocif. Nous avons beaucoup de droits dans ce pays, beaucoup trop de droits. Nous devrions en avoir moins, mais nous préoccuper de l'effectivité du droit. C'est-à-dire qu'il faut que les mesures soient mises en œuvre. Et le citoyen qui respecte les règles, lorsqu'il voit que celui qui ne les respecte pas, eh bien, il ne se passe rien, c'est très nocif. Donc moi, je trouve que ce volet, sur le pouvoir d'astreinte, d'amende administrative et y compris de fermeture administrative, il est important. Alors certains disent, il y aura du clientélisme. Pas du tout. Les maires, ce sont des gens qui réfléchissent. Ils vont prendre une décision après une procédure contradictoire. Ils vont écouter les points de vue. Il ne faut pas n'importe quoi. Il faut aussi que dans ce pays, on fasse confiance à la démocratie locale et qu'on n'attende pas tout du pouvoir central, je le disais avant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permettra de faire concorder le droit et la réalité. C'est très important. Solène Dossé, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce projet de loi, alors je vais peut-être un peu exagérer, mais il y aura un avant, un après pour les maires ou pas vraiment ? Alors, il y a des ajustements, effectivement. Un avant, un après, en effet, c'est peut-être un petit peu excessif, mais on sent une volonté de prendre en compte un certain nombre d'observations et effectivement d'observations de terrain, j'allais dire. Et en effet, sur les pouvoirs de police, et notamment en matière d'habitat, en matière d'établissements recevant du public, c'est une réalité que ces pouvoirs sont complexe à mettre en œuvre pour un tas de raisons, et notamment parce qu'effectivement, il y a des difficultés d'effectivité. Donc, tout ce qui peut aller dans le sens d'une amélioration de cette effectivité est forcément, je le crois, en dehors de toute question partisane à prendre. Après, l'éternel équilibre à trouver est celui de, effectivement, peut-être d'une adaptation à chaque caractéristique locale et à chaque territoire des compétences et des modes d'exercice des compétences, parce que le but, je pense, à chaque fois, y compris normalement de ces règles de droit, c'est évidemment d'améliorer le service public et une bonne gestion publique. L'équilibre, je disais, à trouver est celui entre effectivement une bonne adaptation au local et en même temps ne pas complexifier non plus les réglementations, notamment les flux financiers, on en parlait, et ne pas faire non plus des allers-retours qui pourraient rendre la machine un petit peu complexe, un peu trop complexe. Du bien-être, Françoise Cartron, du bien-être des maires, se soucier de leur sort est devenu une priorité, mais j'allais dire, il était temps. Je voudrais qu'on regarde ensemble les résultats de cette consultation lancée par le Sénat cet été, après la mort de Jean-Mathieu Michel. 3812 élus ont répondu au questionnaire. 82% d'entre eux ont fait état d'incivilité, 46% d'injures ou d'outrage, 48% font état de menaces verbales ou écrites, 14% d'agressions physiques ou verbales. Est-ce que cet exécutif ne se réveille pas un petit peu tard par rapport à ce mal-être des élus et des maires en particulier ? Bon, d'abord, cet exécutif, il est là en place que depuis 2 ans, donc heureusement que voilà, c'était pas lui, et ce malaise ne date pas d'aujourd'hui. Je crois aussi que ce malaise, c'est un malaise de la société. Parce que certes, les maires sont les cibles, ils ne sont pas respectés. Mais on le voit, les policiers, on le voit, les pompiers, on le voit, les enseignants. Donc il y a un problème global dans notre société du respect du statut des personnes qui s'engagent pour la collectivité et le bien public, de ce service public. Et là, on a quand même, je trouve, une déliquescence par rapport à ça qui s'est installée lentement, sournoisement, depuis des années. Et aujourd'hui, je crois que s'il y a un intérêt peut-être dans ce projet de loi, c'est de redonner une dignité aux maires en affirmant oui, on va donner plus de pouvoirs de police aux maires. Mais le ton avec les élus locaux n'était pas le même au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Non, mais ça, on peut dire qu'il a potentiellement un peu lésé les maires. Non, mais ça, vous admettez qu'il y a eu un changement de ton bien sûr, il y a eu des changements de ton qui sont venus suite au grand débat. Le président de la République a entendu les maires, a reconnu leur mal-être, d'où cette loi qui arrive. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu des maladresses au début, c'est clair, mais c'est pas ça qui donne l'ampleur du malaise. Le malaise, il est ancré depuis des années, avec ce non-respect, avec ce sentiment d'impuissance, avec cette non-prise en compte. Je crois aussi que ça vient dans les conséquences de la loi NOTRe. Qu'ont dit les maires lors de la loi NOTRe ? On n'existera plus. Vous prenez une grande intercommunalité, donc ça veut dire, c'était dit, alors au quinquennat précédent et même au quinquennat encore avant, c'était de dire, derrière toutes les lois que vous nous portez, c'est une loi qui vise à faire disparaître le maire. C'était ce qui était ressenti, c'était ce qui était mal vécu. Donc je crois qu'aujourd'hui... On a le résultat aujourd'hui. Voilà. Tout de même, pour illustrer ce changement de ton de l'exécutif, je voudrais qu'on écoute Julien de Normandie. Il se trouve qu'il était notre invité ce matin sur Public Sénat. Il était l'invité d'Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. On l'écoute.
ce projet de loi, il envoie un signal. Il envoie un signal de considération, un témoignage de considération vis-à-vis des maires, mais vis-à-vis des 500 000 élus locaux. Parce que dans notre pays, il y a 500 000 élus locaux qui font parfois un don de soi pour pouvoir justement aider leurs compatriotes. Alors effectivement, pardon, mais la question se pose, Cyril Pellevat, et peut-être que voilà, vous la posez vous aussi, ce changement de ton, pour vous, il est dû au municipal, à l'approche des municipales ? C'est électoraliste, pour être clair. Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est je pense qu'au moment où il y a eu l'élection du président, on a eu la conférence des territoires qui a apporté vraiment un grand engouement. Derrière, les faits sont avérés qu'on a coupé des fonds au niveau des collectivités. Et finalement, aujourd'hui, on ne sait pas où on va, notamment sur la taxe d'habitation. Aujourd'hui, on a des événements qui se sont passés. On a vu, dans le cadre du grand débat, qu'on pouvait compter sur les maires, que du coup, le maire redevenait, on ne va pas dire fréquentable, mais redevenait le pivot, le pivot de la population. Et qu'on le voit dans les divers sondages, 67% des gens plébiscitent le maire, etc. Bien évidemment, bien plus que les parlementaires. Donc, clairement, je pense que ce texte, quel que soit le gouvernement, était utile. Par contre, bien évidemment, on peut s'interroger sur l'agenda. Mais, voilà. Et sur le fait que la droite sénatoriale défende aussi fortement les maires, là aussi, il y a un petit peu d'électoralisme ou pas ? Mais écoutez, nous, de toute façon, je pense qu'au niveau du Sénat, enfin, on est les représentants des grands électeurs, donc des maires et des conseils municipaux. On est en lien direct avec les élus, on voit au quotidien leurs préoccupations. Malheureusement, maintenant, on n'est plus maire, donc on est obligé de s'alimenter de ce qui se passe à la base. Et quand on le voit ce sentiment d'abandon, du moins de perdre des compétences. Et ce texte est attendu. Et il fait part aussi, sur les divers sondages qu'on a eus sur les dernières années, avec 50% de maires qui veulent plus se représenter. On doit aussi travailler là-dessus. Et effectivement, sur certaines propositions, on voit qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, notamment revaloriser les indemnisations, etc. Même si ce n'est pas le but premier des élus, mais quelque part, si on veut redonner un peu d'engouement au niveau des candidats, il faut qu'on fasse des choses. Et là, il y a des propositions qui vont dans le bon sens, à mon avis. Antoine Homé, est-ce qu'il y a un petit jeu politique aussi autour de tout cela? Tout le monde veut cajoler les maires, tout le monde veut les bichonner là, à 5 mois des municipales, y compris au Sénat, comme du côté de l'exécutif. Oui, en même temps, je voudrais ajouter que tout ça suit aussi la crise des Gilets jaunes. On aurait tort de penser que la situation sociale de ce pays est calmée. Je mets en garde en particulier sur le sujet de la réforme des retraites, qui, de mon point de vue, va créer une situation anxiogène inutilement, et qui met en péril, de mon point de vue, la retraite de catégories entières de la population. Nous avons devant nous des grands mouvements sociaux qui vont perturber ce pays. Donc ce que je pense, c'est qu'il est positif que le pouvoir ait redécouvert que les maires étaient les fantassins de la République. Très bien. Mais il faudrait surtout qu'on arrête de mettre en œuvre des grands schémas généraux où on veut faire des grandes réformes et des jardins à la française sur tous les sujets et de chambouler sans arrêt la société. On ne peut pas d'un côté dire on fait des petites réformes techniques parce qu'on ne veut pas rebattre les cartes sur l'intercommunalité et de l'autre côté aller sur des sujets comme les retraites sur d'autres, pendant 40 ans, bouleverser la société française. Donc moi, je suis très inquiet. Je pense que la braise est toujours là, que les injustices sont toujours là. Et vous dites à l'exécutif, écoutez les maires. Écoutez les maires et arrêtez de vouloir faire toujours des choses qui, à mon avis, risquent encore une fois de remettre beaucoup d'anxiété dans la société et qui sont non pas des réformes, mais de mon point de vue, des reculs. Et je pense en particulier aux retraites. Solène Dossé. Oui, en effet, en tout cas, c'est y compris nous dans notre travail, ce que l'on ressent, c'est cette volonté de dire que les collectivités territoriales, les élus locaux ont cette capacité de connaître leur terrain, d'identifier les problématiques et de les résoudre au niveau local. Et donc, effectivement, on voit cette envie de dire faites confiance au niveau local et permettez que le droit nous autorise à faire des tentatives pour améliorer les choses, pour un meilleur accès aux services publics et permettons effectivement une fluidité pour mieux avancer dans la gestion des services publics. On sent effectivement cette volonté-là et il est vrai que être d'une réforme à une autre un peu rapide ou en tout cas qui va dans un sens puis dans un autre et puis sans véritablement donner un cap direct est un peu
peu compliqué à gérer pour les élus. Et là, ils se retrouvent non seulement effectivement avec ces préoccupations sociales que vous évoquiez, mais aussi avec, à côté d'un point de vue institutionnel, juridique, à devoir gérer ces transferts, des transferts. Ils ont le sentiment effectivement qu'on leur demande de se préoccuper de choses qui ne sont pas leurs préoccupations et pas la préoccupation de leur population. Des maires inquiets, on l'a bien compris. Exactement. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain, émission spéciale autour des questions au gouvernement. Ce sera autour de Tantra Nuit à partir de 14h sur Public Sénat. Moi, je vous retrouve jeudi, donc, à 16h30. En attendant, vous avez aussi rendez-vous avec Oriane Mancini demain matin. L'invité de Bonjour chez vous sera Louis Alliot, député RN des Pyrénées-Orientales. Très bonne soirée sur Public Sénat.